Il était supposé être juste un après-midi ordinaire à la boulangerie de Rossetti, dans Boston Sud. Rires d'enfants rebondissaient autour de la pièce. Les fours bourdonnaient régulièrement. Le parfum chaud de sucre flottait à travers l'air. Alors la porte s'ouvrit doucement. Hésitante, une femme sans abri entra à l'intérieur, sa main agrippant la petite main d'une petite fille, basket usée sur ses pieds, cheveux blonds attachés en arrière avec un ruban qui avait effiloché et minci avec le temps. Les yeux bleus de la mère semblaient me fatiguer. Le genre de vie fatiguée sculpte dans une personne après des années de se forcer juste pour survivre. Elle se tenait devant la vitrine remplie de gâteaux frais, glaçages brillants, fraises brillant comme de petits bijoux, et bougies attendant pour fête d'anniversaire. La petite fille murmura, « Maman, le rose avec papillon est si joli, puis-je en choisir un? » La mère déglutit difficilement et força un sourire qui n'atteignit jamais tout à fait ses yeux. Puis elle se pencha, baissant sa voix à la caissière, avec des mots que seulement 3 personnes dans la pièce pouvaient entendre. « Madame, avez-vous un gâteau qui est proche de sa date de péremption? » Juste un petit. Aujourd'hui est l'anniversaire de ma fille. La caissière fronça les sourcils. Derrière elle, quelques clients laissèrent échapper des petits rires moqueurs. Mais quelqu'un d'autre l'entendit, aussi. Assis dans un coin sombre, tenant une petite tasse d'espresso entre des doigts marqués d'un tatouage de boussole, était Marcus Valenti, le patron de la mafia le plus puissant de Boston. Il vit comment la petite fille essayait de cacher sa déception. Il vit la mère prétendant ne pas remarquer les regards de mépris. Et il entendit chaque mot, plus clair que des coupes de feu. La caissière laissa échapper un soupir impatient. « Non, madame, nous sommes une boulangerie, pas une décharge. » La petite fille baissa la tête. La mère cligna des yeux rapidement, essayant de retenir des larmes. Le patron de la mafia se leva lentement. Un pied de chaise racla contre le sol. Toute la boulangerie se figea. Il s'approcha, se dressant derrière elle, sa grande ombre s'étendant sur le comptoir à gâteaux. « Excusez-moi, dit-il, sa voix basse et égale. » La mère se retourna, effrayée. Elle le reconnut instantanément, ce visage qu'elle avait vu aux nouvelles, la légère cicatrice courant du coin de son œil jusqu'à son os de la joue. Mais au lieu de cruauté, il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux gris. Il s'agenouilla à la hauteur de la petite fille, regarda ses baskets usées, à son sourire tremblant, et demanda doucement, « Dis-moi, ma chérie, quel gâteau d'anniversaire veux-tu? » Ce qui arriva ensuite changerait les vies de tous les 3 pour toujours. Restez jusqu'à la fin de l'histoire, parce que ce que le patron de la mafia fera ensuite laissera tout le monde avec une boule dans la gorge. Si vous vous sentez ému, veuillez cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette histoire avec les personnes que vous aimez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires touchantes. La petite Emma fixa l'homme étrange avec de grands yeux, à moitié effrayée et à moitié curieuse. Sa petite main agrippa l'ourlet du manteau de sa mère, comme si c'était la seule bouée de sauvetage dans une mer d'étrangers. Scarlett voulait tirer sa fille, voulait fuir cet endroit. Des regards de tous, de l'homme puissant dont elle connaissait trop bien la réputation. Mais ses pieds se sentaient cloués au sol. La voix de Marcus Valenti était basse et égale. Pourtant, elle n'était pas effrayante. Elle portait quelque chose que Scarlett ne pouvait nommer, quelque chose de presque doux. Emma leva les yeux vers sa mère, puis de nouveau vers l'homme agenouillé devant elle. Timidement, elle leva un petit doigt et pointa vers la vitrine. « Le rose avec les papillons, murmura-t-elle, si doucement qu'il se dissout presque dans l'air. Mais je veux seulement une petite tranche. » Marcus suivit la direction du doigt d'Emma. C'était le plus grand gâteau de la vitrine. 3 étages de glaçage rose pâle, de délicats papillons de sucre perchés sur le dessus comme s'ils étaient sur le point de s'envoler. Un gâteau destiné aux fêtes d'anniversaire somptueuses, aux enfants chéris, à des familles entières, pas à une fillette de 7 ans vivant dans la rue. Il se leva et se tourna vers la caisse.
Brittany, l'employée qui avait été vive et autoritaire il y a quelques instants, se tenait maintenant tremblante. Son visage était devenu pâle, ses mains agrippant le bord du comptoir comme si elle avait besoin de quelque chose pour se tenir droite. Elle savait qui était Marcus Valenti. Tout le monde à Boston le savait. « Je veux ce gâteau », dit Marcus, sa voix ni élevée ni adoucie, mais portant le poids d'un commandement. Le plus grand, 3 étages. Et je veux 7 bougies roses placées sur le dessus. Brittany hocha la tête encore et encore, n'osant pas croiser son regard. « Oui, oui, monsieur, tout de suite. » Marcus n'avait pas fini. Ajoutez un sac de nourriture, 2 sandwichs au poulet grillé, soupe de potiron et ces petites pâtisseries dans cette vitrine. Tout ce qui est le plus frais. Emballez-le soigneusement. Brittany se jeta dans le travail comme si sa vie en dépendait. Peut-être que oui. Pendant qu'elle se dépêchait et tâtonnait avec les boîtes et les sacs, Marcus sortit son portefeuille. Il posa 5 billets de $100 sur le comptoir, soigneusement arrangés, sans hâte. « Gardez la monnaie, dit-il. Considérez-le comme un pourboire pour votre merveilleux service. » Le sarcasme dans ses mots fit baisser encore plus le regard de Brittany, n'osant dire une seule chose. Toute la boulangerie resta silencieuse. Les clients qui s'étaient moqués quelques instants plus tôt se tenaient maintenant comme des statues, les yeux fixés sur le sol, personne n'osant respirer trop fort. Scarlett se tenait là, dépassée. Elle voulait refuser, voulait dire qu'ils n'avaient pas besoin de charité, qu'elle avait encore sa fierté. Mais quand elle baissa les yeux sur le visage d'Emma, à la façon dont les yeux de sa fille s'illuminaient pour la première fois depuis des mois, à la façon dont elle fixait ce gâteau comme si c'était un rêve entier, Scarlett ne put ouvrir la bouche. Brittany apporta le gâteau, soigneusement emballé, avec un grand sac en papier rempli de nourriture. Elle posa tout sur le comptoir, puis recula, la tête toujours inclinée. Marcus prit la boîte à gâteaux et se tourna vers Scarlett et Emma. Son regard se posa sur le visage de la jeune mère, sur ses yeux bleus fatigués, sur les vieux vêtements usés aux épaules, sur l'air décharné de quelqu'un qui n'avait pas mangé un repas complet depuis beaucoup trop longtemps. « Où restez-vous toutes les deux? » La question était simple. Pourtant, elle figea Scarlett sur place. Elle ouvrit la bouche, puis hésita. Mentir serait inutile. Rester silencieuse serait trop évident. Et son silence était la réponse que Marcus connaissait déjà avant de demander. Il la regarda Emma, puis fit un petit signe de tête, comme pour confirmer quelque chose dans son propre esprit. « Venez avec moi, dit-il. Pas un commandement, pas une demande. Juste 3 mots simples, pourtant une promesse que Scarlett ne pouvait pas encore comprendre. Et même si chaque instinct de survie dans sa tête criait « Cours, refuse, reste loin de cet homme », une autre partie d'elle, la partie qui était épuisée, désespérée, épuisée de tout porter seule depuis bien trop longtemps, murmura en retour « Qu'y a-t-il à perdre ?» Scarlett regarda Marcus et attendit. Elle venait de tout lui raconter, des années pleines d'espoir où elle travaillait comme infirmière, à l'énorme dette que Ryan avait laissée derrière lui, à 8 mois incessants de sans-abrisme. Elle avait tout déversé, comme si les mots eux-mêmes étaient un poids qu'elle avait porté trop longtemps et qu'elle avait finalement besoin de déposer. Maintenant, c'était son tour. Pourquoi avez-vous fait tout cela? Pourquoi nous avez-vous observé pendant 3 semaines? Pourquoi un homme comme vous se soucierait-il d'une mère et d'un enfant sans abri? Marcus ne répondit pas tout de suite. Il était assis en face d'elle dans le salon du nouvel appartement, son visage à moitié plongé dans l'ombre. Emma dormait dans sa propre chambre, serrant fort l'ours en peluche que Rosa avait déjà placé sur le lit. L'appartement était si silencieux que Scarlett pouvait entendre l'horloge murale cocher. 12 ans auparavant, Marcus parla enfin, sa voix plus basse, plus rauque, comme si chaque mot devait traverser un mur invisible dans sa gorge. « J'ai une sœur, Isabella. » Scarlett resta silencieuse, sentant que ce n'était pas le moment de questionner,
Seulement le moment d'écouter. Marcus regarda par la fenêtre. Les lampadaires éclairaient et traçaient les lignes dures de son visage, rendant la légère cicatrice sur son hausse de la joue plus profonde. Isabella était ma seule sœur. Elle n'était rien comme moi, gentille, douce. Elle croyait en le bien dans le monde. Quand j'ai choisi ce chemin, il leva légèrement une main, indiquant tout ce qu'il représentait. Elle ne l'a pas accepté. Elle voulait une vie normale, loin de moi, loin des ténèbres que je portais avec moi. Il fit une pause et prit une profonde inspiration. Isabella a épousé un homme qu'elle aimait. Ils ont eu une fille, Sophia, mais son mari est parti quand Sophia n'avait que 2 ans, exactement comme votre Ryan. Il a disparu sans un mot, laissant sa femme et son enfant en ruine. Scarlett sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La ressemblance était trop évidente, trop douloureuse. Isabella a refusé de prendre mon argent, continua Marcus. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être liée à de l'argent taché de sang. Elle a tout porté elle-même. 3 emplois, caissière le jour, nettoyage de bureau l'après-midi, serveuse dans un bar la nuit, dormir 3 ou 4 heures par jour. Tout cela juste pour que Sophia ait de la nourriture et des vêtements, pour qu'elle puisse aller à l'école comme les autres enfants. La voix de Marcus commença à trembler, quelque chose que Scarlett n'avait jamais imaginé voir chez un homme comme lui. Une nuit, Isabella rentrait chez elle après son 3e quart de travail. 2 heures du matin, elle était si fatiguée, si épuisée qu'elle ne pouvait pas garder les yeux ouverts. Sa voiture a heurté le terre-plein central sur l'autoroute. Elle est morte sur le coup. Scarlett leva une main pour couvrir sa bouche, des larmes s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle n'avait pas connu Isabella, n'avait jamais rencontré cette femme, mais elle comprenait. Elle comprenait le genre d'épuisement qui donne à votre corps l'impression qu'il pourrait s'effondrer. Elle comprenait les nuits blanches d'inquiétude pour un enfant. Elle comprenait la solitude d'une mère célibataire sans personne à ses côtés. Sophia, ma nièce avait 7 ans alors, dit Marcus, sa voix se resserrant comme si elle était étranglée. Le même âge qu'Emma maintenant. Après la mort d'Isabella, j'ai essayé d'adopter Sophia. Je voulais arranger les choses pour elle, pour ma sœur, pour toutes les années où je n'étais pas là. Mais le tribunal a refusé. Mon casier. Il laissa échapper un rire amer et creux. N'était pas apte à élever un enfant. Sophia a été placée en famille d'accueil. J'ai tout essayé. Argent, connexion, tout ce que j'avais. Mais ils l'ont prise, l'ont déplacée d'un endroit à l'autre, et à la fin j'ai perdu sa trace. La dernière fois que j'ai vu Sophia, c'était aux funérailles de sa mère, où elle se tenait à côté du cercueil, sans pleurer, seulement regardant. Les yeux d'une enfant de 7 ans ne devraient pas porter un tel vide. Marcus se tourna de nouveau vers Scarlett, et dans ses yeux gris, elle vit un abîme de chagrin que 12 ans n'avaient toujours pas rempli. Quand je vous ai vus, toi et Emma, dans la boulangerie ce jour-là, dit-il lentement, j'ai vu Isabella et Sophia. J'ai vu ma sœur dans la fatigue de tes yeux. J'ai vu ma nièce dans le sourire d'Emma. Tu as demandé ce que je voulais de toi. Je ne veux rien. Je veux juste que l'histoire ne se répète pas. Je n'ai pas pu sauver Isabella. Je n'ai pas pu garder Sophia avec moi. Mais peut-être que je peux te sauver toi aussi, Scarlett pleura, non pas par pitié pour elle-même, mais parce que pour la première fois, elle voyait le véritable être humain derrière l'extérieur froid du patron de la mafia. Un frère qui avait perdu sa sœur, un oncle qui avait perdu sa nièce, un homme qui avait porté une cicatrice dans son cœur pendant 12 ans, une cicatrice que personne ne pouvait voir, pourtant une qui n'avait jamais cessé de faire mal. Elle ne parla pas. Elle tendit simplement la main et prit la main de Marcus, une main qui avait fait des choses cruelles, mais ce soir-là tremblait comme un enfant perdu. Cette nuit-là, après le départ de Marcus, Scarlett s'allongea sur un lit moelleux pour la première fois en 8 longs mois. Elle ne pouvait pas dormir, non pas parce qu'elle avait peur ou était anxieuse, mais parce qu'elle ne pouvait toujours pas croire que tout cela était réel. Elle regarda le plafond,
écoutant la respiration régulière d'Emma dans la pièce voisine, et les larmes continuaient de glisser sur l'oreiller. Le lendemain matin, le premier soleil du jour traversa les rideaux et réveilla Emma. La petite fille se redressa d'un coup, les yeux grands ouverts, regardant autour de la pièce comme si elle devait se prouver qu'elle ne rêvait pas. Le lit avait des draps roses pâles. Une étagère en bois clair se tenait à proximité, avec quelques bandes dessinées déjà placées là. Un ours en peluche marron doux reposait à côté de son oreiller. Et la fenêtre, une vraie fenêtre avec des rideaux, avec de la lumière, avec même un chant d'oiseaux dehors. Maman, Emma sauta du lit et courut pieds nus hors de la pièce. Maman, maman, Scarlett était dans la cuisine, tenant une tasse en céramique blanche qu'elle avait trouvée dans le placard. Elle se tourna au son de la voix de sa fille, et la vue devant elle fit que son cœur sembla s'arrêter un battement. Emma se tenait au milieu du salon, ses yeux bleus brillants, son visage éclatant d'une joie que Scarlett avait cru ne jamais revoir. Maman, c'est notre maison. Vraiment, maman. J'ai ma propre chambre. J'ai un lit. J'ai même un ours en peluche. Scarlett posa la tasse et s'agenouilla pour l'envelopper dans ses bras. Elle ne pouvait pas parler. Elle serra Emma fort et pleura. Elle pleura pour les 8 derniers mois, pour tout le temps où elle s'était forcée à paraître forte devant son enfant. Elle pleura pour les nuits glaciales au coin de rue, où elle avait dû prendre Emma dans ses bras juste pour la garder au chaud. Elle pleura pour les repas qu'elle avait sautés pour que sa fille puisse avoir un morceau de pain de plus. Elle pleura parce qu'enfin, sa petite fille avait un toit au-dessus de sa tête. « Tu pleures parce que tu es heureuse, maman ?» demanda Emma, sa voix innocente. Elle leva sa petite main et essuya les larmes des joues de sa mère. « Oui, bébé, » murmura Scarlett, sa voix épaissie. « Je pleure parce que je suis heureuse. » Emma sourit, puis elle continua sa visite de l'appartement. Elle courut dans la salle de bain et poussa un petit cri quand elle vit la baignoire avec une pomme de douche. Elle ouvrit le réfrigérateur, sa bouche s'ouvrant à la vue des cartons de lait, des œufs, des fruits frais. Elle se tint à la fenêtre du salon et regarda le petit parc en bas, avec des rangées d'arbres vert foncé. « Maman, il y a un parc aussi. Il y a des balançoires. » Scarlett la regarda de loin, son cœur à la fois douloureux et chaud. Douloureux, parce qu'elle réalisait que les choses les plus simples, un lit, un réfrigérateur plein de nourriture, une salle de bain avec de l'eau chaude, pouvaient rendre sa fille si heureuse. Cela signifiait que pendant 8 mois, elle n'avait pas pu donner à Emma même les choses les plus élémentaires. Mais chaud aussi, parce que maintenant Emma avait tout. À 10 heures du matin, la sonnette retentit. Scarlett ouvrit la porte et vit Marcus se tenir là, tenant un grand sac en papier. Il portait une simple chemise blanche, pas de costume, aucune des présences effrayantes qu'il avait portées à la boulangerie. Ce matin-là, il ressemblait à un homme ordinaire, à un voisin qui passait. « J'ai apporté des croissants pour le petit déjeuner, dit-il. Rosa les a cuits tôt. Oncle Marcus. » Emma sortit en courant, ne craignant plus comme elle l'avait été la veille. « Oncle, ma chambre a un ours en peluche, et des livres aussi. J'adore. » Marcus regarda la petite fille et Scarlett vit quelque chose dans ses yeux. Un scintillement de lumière, et pourtant de la douleur aussi. Elle comprit ce qu'il voyait, à qui il pensait. Sophia, la nièce de 7 ans qu'il avait perdue. L'enfant qui aurait 19 ans maintenant, quelque part là-bas. Et il ne savait même pas si elle se souvenait de quoi que ce soit de l'oncle qui avait essayé de la sauver. Marcus s'agenouilla et caressa doucement les cheveux blonds d'Emma. « Je suis content que tu l'aimes, dit-il doucement. C'est ta maison maintenant. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Emma jeta ses bras autour du cou de Marcus, le geste naturel d'une enfant qui ne connaissait pas la peur, et Scarlett vit les larges épaules du patron de la mafia trembler légèrement. Elle vit ses yeux gris se fermer. Elle le vit tenir Emma comme s'il tenait 12 ans de regret et une chance de rédemption que la vie venait de placer dans ses mains.
Cet après-midi-là, le petit appartement de Beacon Hill se remplit du doux parfum de glaçage à la vanille et du son clair et lumineux des rires. Scarlett avait passé toute la matinée avec Rosa, décorant le salon avec des ballons roses et blancs. Pas beaucoup, pas somptueux, mais assez pour faire briller les yeux d'Emma chaque fois qu'elle regardait autour d'elle. C'était la première vraie fête d'anniversaire d'Emma en 2 ans. L'année dernière, son anniversaire était passé dans un coin de parc, avec un demi-sandwich que Scarlett avait réussi à économiser et une promesse que l'année prochaine serait différente. L'année prochaine était arrivée, et c'était vraiment différent, d'une manière que Scarlett n'avait jamais osé imaginer. Le gâteau rose à 3 étages avec des papillons en sucre trônait fièrement au centre de la table. 7 petites bougies étaient alignées sur le dessus, leurs flammes scintillant et dansant dans la lumière chaude de la pièce. Marcus était assis en bout de table. Tony se tenait les bras croisés dans le coin comme d'habitude, et Rosa essuyait ses mains sur son tablier, les yeux humides en regardant la scène devant elle. Scarlett était assise à côté d'Emma, tenant la main de sa fille, son cœur battant vite. « D'accord, ma chérie, » dit doucement Scarlett. « Souffle les bougies et fais un vœu vraiment spécial. » Emma s'agenouilla sur sa chaise, ses yeux bleus reflétant la lumière du feu des 7 bougies. Elle joignit ses mains contre sa poitrine, ferma les yeux très fort, et ses lèvres bougèrent comme si elle murmurait quelque chose. Puis elle ouvrit les yeux, prit une profonde inspiration et souffla. Les 7 bougies s'éteignirent en même temps, un mince ruban de fumée s'élevant pour se mêler à l'air. Tout le monde applaudit. Rosa essuya des larmes. Scarlett serra Emma contre elle et embrassa le dessus de sa tête. Emma rayonna, puis se tourna soudainement pour regarder Marcus. « Oncle Marcus » appela-t-elle, sa voix aussi claire que du verre. « Veux-tu savoir ce que j'ai souhaité? » Marcus pencha légèrement la tête, un léger sourire touchant le coin de sa bouche. « Dis-moi. » Emma descendit de la chaise et courut autour de la table jusqu'à Marcus. Elle se tint devant lui et leva les yeux, ses yeux bleus aussi purs qu'un ciel d'été. « Je souhaite que tu ne sois plus triste, » dit Emma, sa voix sérieuse, comme si elle partageait le secret le plus important du monde. « Tes yeux sont très tristes. Je l'ai vu le jour où tu as raconté ton histoire à maman. J'ai fait semblant de dormir. Mais j'ai entendu. Tu as pleuré. Je ne veux pas que tu pleures. Je veux que tu sois heureux. » La pièce tomba dans le silence. Scarlett leva une main pour couvrir sa bouche, sa gorge se serrant. Rosa se détourna, ses épaules tremblantes. Même Tony, oui, le grand homme dont le visage était toujours aussi dur que la pierre, dut baisser les yeux vers le sol. Marcus resta immobile. Il fixa la fillette de 7 ans qui se tenait devant lui, une enfant qu'il avait rencontrée il y a moins de 2 jours. Pourtant une qui avait vu plus profondément dans son âme que quiconque en 12 ans. Il avait bâti un empire sur la froideur et la cruauté. Il avait enfoui le chagrin sous la carapace du pouvoir. Il s'était dit que les larmes étaient un luxe qu'un homme comme lui n'était pas autorisé à avoir. Mais maintenant, dans le regard bleu clair d'Emma, dans un vœu d'anniversaire qu'elle lui offrait au lieu de s'offrir à elle-même, chaque mur qu'il avait bâti s'effondra soudainement. Marcus baissa la tête, ses épaules commencèrent à trembler. Et pour la première fois en 12 ans, depuis la nuit où il se tenait à côté du cercueil d'Isabella, depuis la dernière fois qu'il avait vu Sophia être emmenée, depuis le moment où il s'était dit qu'il ne pleurerait plus jamais, des larmes roulèrent sur ses joues. Non pas les larmes de faiblesse, mais les larmes d'un homme se permettant enfin de guérir. Emma n'avait pas peur. Elle s'avança et passa ses petits bras autour du cou de Marcus. « Ne pleure plus, oncle. Je suis là maintenant. Ma maman est là aussi. Tu n'as plus besoin d'être triste tout seul. » Marcus la serra fort, ses larges épaules tremblant par vagues. Scarlett vint à ses côtés et posa une main sur son dos. Elle ne dit pas un mot. Elle resta simplement. Et à ce moment, sous la lumière chaude du petit appartement, entouré du parfum de gâteaux et des ballons roses, 3 étrangers se trouvèrent.
Une fillette de 7 ans avec un vœu de guérison, une mère épuisée retrouvant l'espoir, et un patron de la mafia qui, pour la première fois en plus d'une décennie, sentait qu'il pourrait mériter le pardon. Au même moment, de l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une voiture noire garée sous l'ombre d'un vieux chêne, un homme observait l'appartement du 3e étage. Luca Moretti, 32 ans, avec un visage aiguisé et émacié et des yeux aussi froids que ceux d'un serpent, leva un appareil photo téléobjectif et continua de cliquer. À travers l'objectif, il voyait tout. Des ballons roses encadrés par la fenêtre, le contour d'une femme aux cheveux châtain-roux, une petite fille blonde bondissant d'excitation, et Marcus Valenti, le patron le plus puissant de Boston, tenant l'enfant comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Luca abaissa l'appareil photo, le coin de sa bouche se courbant en un sourire vicieux. Il sortit son téléphone et composa un numéro familier. La voix à l'autre bout répondit après 2 sonneries. Rapport. Une voix rauque et grave dit « Monsieur Castellano », dit Luca, baissant la voix comme si quelqu'un pouvait l'entendre, même s'il était seul dans la voiture. « J'ai suivi Valenti pendant 3 jours, comme vous l'avez demandé. Quelque chose d'intéressant est apparu. Continuez. Il a ramassé 2 vagabonds. Une femme et une petite fille d'environ 7 ans. Elles ont l'air sans abri. Il les a emmenés dans un appartement à Beacon Hill, celui qu'il a gardé vide pendant des années. La ligne resta silencieuse un instant. Luca attendit, sachant que son patron réfléchissait. Victor Castellano n'était pas du genre à prendre des décisions hâtives. Il avait 45 ans. Ses cheveux gris lissés en arrière, son regard aussi aiguisé qu'une lame. Pendant les 10 dernières années, lui et Marcus Valenti avaient mené une guerre silencieuse pour le contrôle de Boston. 10 ans. Et aucun des deux camps n'avait gagné parce que Marcus n'avait jamais eu une faiblesse que Victor pouvait exploiter. Jusqu'à maintenant. Comment les traite-t-il? Demanda Victor. Comme de la famille, répondit Luca. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la gamine. Il a acheté un gâteau, décoré, organisé une fête. J'ai des photos de lui tenant de la petite. Et M. Castellano, je vous jure, je l'ai vu pleurer. Marcus Valenti a pleuré. Victor rit, un son sec et froid. 20 ans dans ce métier, et je n'ai jamais entendu personne dire que Marcus Valenti avait des sentiments. C'est de la glace. C'est une machine. C'est un monstre sans cœur. Mais apparemment, il fit une pause, sa voix ralentissant, mesurée et calculatrice. Apparemment, même un monstre peut aimer. Luca leva les yeux vers l'appartement une fois de plus. Une lumière jaune chaude s'échappait par la fenêtre, complètement opposée à l'obscurité où il était assis. « Que voulez-vous que je fasse ensuite? »« Continuez de surveiller, » ordonna Victor. « Découvrez qui elles sont, ce que cette femme est pour lui, l'enfant de qui c'est. Je veux tout savoir, leur emploi du temps, leurs habitudes, leurs points faibles. Tout. Et ensuite, demanda Luca. Ensuite, Victor fit une pause, sa voix se transformant en sifflement comme un serpent juste avant de frapper. Ensuite, nous prendrons la chose la plus précieuse que Marcus Valenti possède. Il a été intouchable pendant trop longtemps. Enfin, il a quelque chose à perdre. L'appel se termina. Luca fourra le téléphone dans sa poche, démarra le moteur et s'éloigna lentement, se fondant dans le flot de circulation de la rue. Il reviendrait. Demain, le lendemain et de nombreux jours après cela, il enregistrerait chaque pas de Scarlett et Emma. Il photographierait chaque moment de leur bonheur. Et quand le moment viendrait, il aiderait Victor Castellano à transformer ces moments en enfer. Dans l'appartement chaleureux du 3e étage, Scarlett rangeait après la fête. Emma dormait profondément avec un sourire sur les lèvres. Et Marcus était assis près de la fenêtre, regardant la nuit, ignorant que l'obscurité se rapprochait plus que jamais. Les 7 jours suivants passèrent comme un rêve dont Scarlett n'osait plus se réveiller. Le premier jour, elle et Emma allèrent à l'épicerie avec Rosa. Scarlett se tenait entre les allées,
rempli de nourriture, ses mains tremblant autour du panier, ne sachant même pas par où commencer. Pendant 8 mois, elle avait oublié ce que c'était que de choisir, de prendre quelque chose sans calculer en silence si elle pouvait se le permettre. Emma courut dans l'allée, serrant une boîte de céréales avec un lapin sur le devant, ses yeux brillants alors qu'elle demandait si elle pouvait l'avoir. Et quand Scarlett hocha la tête, la petite fille poussa un cri de joie comme si on lui avait donné le monde entier. Le deuxième jour, Marcus passa avec un grand sac de livres. Il s'assit sur le tapis du salon avec Emma, tournant chaque page de livre d'images, sa voix basse et chaude lisant des contes de fées à voix haute. Scarlett se tenait dans la cuisine, faisant semblant de faire la vaisselle, mais en réalité elle les regardait à travers la fente de l'entrée. L'image du patron de la mafia le plus puissant de Boston, assis en tailleur sur le sol, expliquant patiemment à une fillette de 7 ans pourquoi la princesse avait dormi 100 ans, lui serra le cœur d'une étrange manière. Le troisième jour, Roussa vint apprendre à Scarlett à cuisiner des pâtes italiennes traditionnelles, la petite cuisine remplie de la riche odeur d'ail sauté et de sauce tomate. Emma se tenait sur un tabouret, pétrissant la pâte avec ses mains, le visage poudré de farine, riant quand Rosa lui dit qu'elle avait un talent pour la cuisine. Scarlett regarda sa fille, regarda la femme âgée guidant patiemment chaque mouvement, et elle réalisa que c'était la première fois depuis longtemps que la cuisine était remplie de rire de plus d'une personne. Ce n'était plus seulement elles deux seules. Le quatrième jour, Marcus les emmena toutes les deux au parc. Emma courut comme le vent vers les balançoires, son rire résonnant à travers l'herbe verte. Scarlett s'assit sur un banc de pierre et regarda Marcus pousser la balançoire pour la petite fille, plus haut, tandis qu'Emma criait de joie. Il y eut un moment où le soleil de fin d'après-midi traversa les feuilles. Scarlett vit Marcus sourire. Pas le sourire faible et fugace qu'elle avait vu auparavant, mais un vrai. Un sourire qui fit pâlir la cicatrice sur sa joue, qui rendit ses yeux froids et gris étrangement chauds, et elle réalisa que son cœur battait plus vite que la normale. Le 5e jour, Scarlett se réveilla pour trouver Marcus déjà dans la cuisine, lui faisant du café. Il posa la tasse devant elle, s'assit en face d'elle, et ils parlèrent de petites choses, du livre qu'Emma aimait le plus, des pâtes que Scarlett avait apprises de Rosa, du temps, de la ville, des choses si ordinaires. Scarlett oublia presque qui était l'homme en face d'elle, ce qu'il faisait. Combien d'ennemis pouvaient attendre là-bas dans l'obscurité? À ce moment-là, il était juste Marcus, et elle était juste Scarlett, deux adultes buvant du café le matin comme n'importe quel couple ordinaire. Le 6e jour, Emma commença officiellement à l'appeler Oncle Marcus. Elle le dit naturellement, sans hésitation, comme si ce nom existait depuis longtemps. Oncle Marcus, lis-moi. Oncle Marcus, pouvons-nous aller au parc encore demain? Oncle Marcus, peux-tu rester et dîner avec maman et moi ce soir? Marcus regarda la petite fille, puis regarda Scarlett comme pour demander la permission. Et Scarlett hocha la tête sans parler. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle voulait qu'il reste, non seulement pour Emma, mais pour elle aussi. Le 7e jour après le dîner, quand Emma dormait, Scarlett et Marcus s'assirent sur le petit balcon et regardèrent la ville. Ils ne dirent rien, restèrent juste silencieux ensemble. Mais le silence ne semblait pas lourd. Il semblait chaud, il semblait sûr. Il donna à Scarlett envie de croire que la vie pouvait rester ainsi pour toujours. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, aux lignes sévères de son visage sous les lampadaires, et elle se demanda quand elle avait commencé à ressentir cela. Le sentiment de vouloir être près de lui, le sentiment de calme quand il était proche, un sentiment qu'elle n'osait pas nommer, car le nommer signifiait admettre que son cœur s'agitait pour un homme qu'elle savait dangereux. Mais cette nuit-là, quand Marcus dit au revoir et sortit par la porte, Scarlett réalisa qu'elle était restée là à le regarder plus longtemps qu'il ne le fallait, et elle savait que peu importe combien elle essayait de le nier, quelque chose entre eux avait changé. Cette nuit-là, après avoir quitté l'appartement de Scarlett et Emma, Marcus retourna à son domaine dans la banlieue de Boston. Il s'assit dans son bureau avec un verre de whisky à la main,
Mais il ne but pas. Il resta simplement assis là, fixant l'espace vide, pensant aux 7 derniers jours, pensant au rire d'Emma, pensant à la façon dont Scarlett l'avait regardé sur le balcon ce soir-là, pensant à l'étrange sentiment qui grandissait dans sa poitrine, le sentiment qu'il avait cru mort 12 ans auparavant. L'horloge sonna 12 fois. Minuit. Le téléphone de Marcus vibra sur le bureau. Il le prit et regarda l'écran. Un SMS d'un numéro inconnu. Pas de nom. Pas d'identité. Juste une suite de chiffres qu'il ne reconnaissait pas. Marcus ouvrit le message et tout son corps se raidit. 3 photographies. La première était Emma dans le parc, assise sur une balançoire, ses cheveux blonds flottant au vent. La seconde était Emma debout près de la fenêtre de l'appartement, lisant un livre, son visage légèrement tourné vers le soleil de fin d'après-midi. La troisième était un gros plan de son visage alors qu'elle riait, ses yeux bleus pétillants, ses fossettes claires sur ses joues. Les photos avaient été prises secrètement, de loin, avec un objectif professionnel. Quiconque les avait prises avait observé, suivi chaque pas, capturé chaque instant, et Marcus n'avait eu aucune idée. Sous les 3 photos se trouvait une seule ligne de texte, seulement quelques mots courts, mais assez pour transformer le sang dans les veines de Marcus en glace. Elle est une si douce petite fille, Marcus. Tout comme Sophia à l'époque, n'est-ce pas? Ce serait dommage si l'histoire se répétait. Le verre de whisky glissa de la main de Marcus et se brisa sur le parquet en bois. Il n'entendit pas le verre se briser. Il ne sentit pas l'alcool éclabousser son pantalon. Tout ce qu'il pouvait entendre était le sang rugissant dans ses oreilles, son cœur battant comme des tambours de guerre, le cri silencieux d'une peur qu'il pensait avoir oubliée il y a longtemps. Sophia. Ils ont mentionné Sophia. Il connaissait Sophia. Et il menaçait de faire la même chose à Emma. Marcus regarda de nouveau les 3 photos, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir le téléphone, le visage d'Emma sur les photos, son sourire innocent, ses yeux bleus clairs sans aucune idée que quelqu'un la traquait, attendant, planifiant de transformer sa vie en enfer. Juste comme Sophia à l'époque, juste comme sa nièce. La fillette de 7 ans qui lui avait été arrachée et jetée dans le système froid des familles d'accueil. L'enfant qu'il avait perdu. Cherché pendant 12 ans sans succès. Pas cette fois. Cette fois, non. Marcus composa le numéro de Tony. L'autre extrémité répondit avant même que la première sonnerie ne soit terminée. Patron. La voix de Tony était encore épaisse de sommeil, mais elle s'aiguisa instantanément quand il entendit Marcus parler. « Code rouge », dit Marcus, sa voix froide comme l'acier, mais tremblante à la toute fin. « Appelez tout le monde. Je veux une protection 24h/24 sur l'appartement de Beacon Hill. À partir de maintenant. » « Que s'est-il passé ?» demanda Tony, son ton maintenant pleinement sérieux. « Victor !» Marcus cracha le nom comme du poison. « Victor Castellano. Il les a trouvés. Il m'a envoyé des photos d'Emma. Il a menacé de faire en sorte que l'histoire se répète. Il y eut un seul battement de silence sur la ligne. Puis Tony parla, sa voix tendue comme un fil tiré. « Compris. J'aurai des gens là-bas dans 15 minutes. Voulez-vous lui dire? » Marcus ferma les yeux et le visage de Scarlett apparut dans son esprit, son sourire ce soir sur le balcon. La confiance dans ses yeux quand elle le regardait. 7 jours de paix qu'il lui avait donnés, à elle et à Emma, maintenant sur le point de disparaître comme de la fumée. « Pas encore, dit-il après un long moment. Je lui dirai moi-même. » Marcus raccrocha et regarda par la fenêtre. La ville de Boston dormait sous la nuit, mais il savait qu'il y avait des hommes dehors dans l'obscurité qui ne dormaient pas, observant, attendant. Et Marcus Valenti, le patron le plus puissant de la ville, ressentait une vraie peur pour la première fois de sa vie, non pas peur pour lui-même, mais peur pour une fillette de 7 ans, aux yeux bleus et au sourire d'ange. Peur pour la femme aux cheveux châtains qui avait commencé à revendiquer une place dans son cœur. Peur que cette fois, il échoue de nouveau.
Tout comme il y a 12 ans, Marcus arriva à l'appartement à 2 heures du matin. Il n'appela pas à l'avance. Il ne la prévint pas. Il apparut simplement à la porte avec un visage pâle et des yeux pleins de tempête. Scarlett ouvrit en pyjama, les cheveux lâches et en désordre, les yeux encore lourds de sommeil. Mais dès qu'elle vit l'expression de Marcus, elle fut bien éveillée. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, l'inquiétude aiguisant sa voix. « Pourquoi êtes-vous ici à cette heure ?» Marcus entra et referma la porte derrière lui. Il ne parla pas. Il lui tendit seulement son téléphone. Scarlett le prit, regarda l'écran, et elle eut l'impression que le monde s'effondrait sous ses pieds. 3 photos d'Emma, sa fille, l'enfant. Elle avait tout sacrifié pour protéger, prise en secret, observée, suivie, et la ligne de texte en dessous. Ces lettres froides alignées comme une lame lui transpercèrent le cœur. Ce serait dommage si l'histoire se répétait. Le téléphone glissa de la main de Scarlett. Elle recula en trébuchant jusqu'à ce que son dos heurte le mur, ses jambes tremblant si fort qu'elle pouvait à peine rester debout. « Non », murmura-t-elle, le son comme le gémissement d'un animal blessé. « Non, 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 Scarlett. » Marcus se rapprocha, sa voix essayant de rester calme, mais Scarlett pouvait entendre la tension en dessous. « Tu dois respirer. Tu dois rester calme. Calme. » Scarlett claqua, sa voix montant en un mince paniquébord. « Vous me dites de rester calme. Quelqu'un traque ma fille. Quelqu'un menace la vie de mon enfant. Et vous me dites de rester calme. » Elle repoussa Marcus et se précipita dans la chambre d'Emma. Emma dormait encore profondément, serrant son ours en peluche, son visage paisible comme un ange. Scarlett la regarda et des larmes coulèrent. Elle voulait la prendre dans ses bras tout de suite, la porter et courir. Courir loin de cet appartement, loin de cette ville, loin de tout. Nous devons partir. Scarlett se retourna, sa voix féroce. Tout de suite, je prends Emma et je pars. Nous avons déjà vécu dans la rue. Nous pouvons recommencer. Où iriez-vous même? Demanda Marcus, sa voix pas forte mais assez lourde pour la figer sur place. Il a déjà vu ton visage. Il a vu le visage d'Emma. Il a des gens partout. Tu penses que tu peux fuir un patron de la mafia avec une fillette de 7 ans. Tu penses que tu peux être invisible en plein jour. Alors que voulez-vous que je fasse? Scarlett siffla, luttant pour garder sa voix basse afin de ne pas réveiller Emma. Rester ici et attendre de mourir. Attendre qu'ils viennent prendre ma petite fille. Reste avec moi, dit Marcus, son ton final. C'est le seul moyen. J'ai des hommes, j'ai des fusils, j'ai la capacité de vous protéger toutes les deux. Courir ne fait que vous rendre, toi et Emma, des cibles plus faciles. Mais avec moi, Victor devra affronter toute ma force s'il veut poser un doigt sur l'une de vous. Scarlett regarda Marcus, et à ce moment, tout ce qu'elle avait retenu pendant 7 jours explosa. Gratitude, confiance, le sentiment de battement qu'elle avait eu peur de nommer. Tout cela noyé sous une vague de colère et de peur. « C'est ta faute, dit-elle, sa voix tremblante, amère et tranchante. Si tu n'étais pas apparu dans cette boulangerie ce jour-là, si tu ne nous avais pas amenés ici, si tu ne nous avais pas fait partie de ta vie, rien de tout cela n'arriverait. Ma fille ne serait pas menacée. Nous aurions pu être pauvres. Nous aurions pu être sans abri, mais nous étions en sécurité. Et maintenant tu as mis ma petite fille dans le collimateur de tueurs. » Marcus ne parla pas. Il se tint là et prit chaque accusation comme un couteau dans la poitrine. Car elle avait raison. Tout était de sa faute. Il avait voulu racheter le passé, compenser Isabella et Sophia, et au lieu de cela, il avait entraîné une mère et son enfant innocente dans le dangereux tourbillon de sa vie. « Tu as raison, » dit Marcus finalement, sa voix rauque. « C'est ma faute. J'ai été égoïste. Je t'ai vu toi et Emma, et j'ai vu une chance de réparer les choses. Et je n'ai pas pensé aux conséquences. Mais Scarlett, peu importe à quel point tu me détestes,
Peu importe à quel point tu veux que je sorte de ta vie, en ce moment, je suis le seul qui peut te protéger. Donne-moi la chance de réparer cela. Donne-moi la chance de garder Emma en sécurité. Quand ce sera fini, si tu veux toujours que je parte, j'irai. Mais en ce moment, s'il te plaît, fais-moi confiance. Scarlett le regarda, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle voulait lui crier dessus, le jeter hors de l'appartement, oublier qu'elle avait jamais ressenti quoi que ce soit pour cet homme. Mais elle savait aussi qu'il avait raison. Elle n'avait pas d'autre choix. Dans la chambre, Emma bougea et appela doucement sa mère dans son sommeil. Et Scarlett sut que pour sa fille, elle ferait n'importe quoi, même placer sa confiance entre les mains d'un patron de la mafia. Le lendemain matin, l'appartement de Beacon Hill se transforma en forteresse. Scarlett se tenait près de la fenêtre, observant des hommes en costume noir se déplacer silencieusement dans le bâtiment, 2 gardes à l'entrée principale, 2 sur les escaliers de secours, 2 autres patrouillant la zone environnante. À l'intérieur de l'appartement, Tony dirigea une équipe installant des portes en acier renforcées, un système d'alarme et des caméras de sécurité à chaque coin. Le son des perceuses, des marteaux et des basses. Des instructions murmurées ne cessaient jamais. Emma était assise sur le canapé, serrant son ours en peluche, ses yeux bleus grands ouverts alors qu'elle regardait tout ce qui se passait autour d'elle. Elle ne posa pas de questions, mais Scarlett savait qu'elle avait peur. Une enfant de 7 ans n'avait pas besoin de tout comprendre pour sentir la tension dans l'air. L'après-midi, quand tout fut terminé, Marcus appela Scarlett dans la chambre principale. Il ferma la porte, s'assurant qu'Emma ne pouvait pas entendre, et posa une petite boîte enveloppée dans un tissu noir sur la table. Scarlett la regarda, sentant déjà ce qu'il y avait à l'intérieur, et son estomac se serra. Marcus ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit pistolet compact, de la taille d'une main de femme. Le métal noir froid capta la lumière, semblant à la fois inconnu et terrifiant aux yeux de Scarlett. « J'espère que tu n'auras jamais à l'utiliser, dit Marcus, sa voix basse et sérieuse. Mais si quelque chose arrive, s'il passe mes hommes, si je ne suis pas là, alors tu as besoin de quelque chose pour te défendre. » Scarlett secoua la tête et recula. « Je ne sais pas comment utiliser une arme. Je suis infirmière. J'ai été formée pour sauver des gens, pas pour blesser qui que ce soit. »« Je sais, » dit Marcus doucement. Il prit l'arme, vérifia la sécurité, puis la lui tendit. « Et c'est pourquoi je vais t'apprendre tout de suite. » Au cours des minutes suivantes, Marcus expliqua à Scarlett chaque étape. Comment le tenir fermement. Comment retirer et insérer le chargeur. Comment viser. Comment appuyer sur la gâchette. Comment contrôler le recul. Scarlett suivit, ses mains tremblant, la sueur pilant sur son front. Le métal froid dans sa paume lui donnait la nausée, mais elle le refoula. « Pour Emma, se rappela-t-elle. Pour ma fille, je ferai n'importe quoi. »« Comment te sens-tu? » demanda Marcus après qu'elle ait terminé le dernier exercice. « Horrible, » dit Scarlett honnêtement. « Je déteste ce sentiment. Je déteste devoir tenir cette chose. » « Bien, » Marcus hocha la tête. « Le détester est juste. Mais si quelqu'un entre ici par effraction, s'il s'approche d'Emma, tu n'auras pas le temps de réfléchir. L'instinct prendra le dessus. L'instinct d'une mère protégeant son enfant. Fais-moi confiance. Quand ce moment viendra, tu sauras quoi faire. » Scarlett regarda le pistolet dans sa main, puis Marcus. Elle voulait le croire. Il avait besoin de le croire. Parce que si elle ne le faisait pas, elle s'effondrerait. Elle rangea le pistolet dans le tiroir de la table de chevet, exactement là où Marcus lui avait dit de le placer, où elle pourrait l'atteindre en 3 secondes si nécessaire. Puis elle retourna dans le salon, essayant d'afficher un sourire normal en voyant Emma. Mais la petite fille avait attendu, les yeux bleus fixés sur sa mère avec inquiétude. « Maman, » dit Emma, sa voix aussi petite qu'un souffle, « y a-t-il une mauvaise personne qui veut nous faire du mal? » Le cœur de Scarlett se serra. Elle s'agenouilla et prit les petites mains d'Emma dans les siennes. « Qu'est-ce qui te fait penser ça?
J'ai vu les hommes en noir. Je les ai vus mettre la nouvelle porte. J'ai vu oncle Marcus te parler dans la pièce. Et ma main. Emma hésita. Tes yeux semblaient frayés, comme quand nous étions dans la rue, quand des étrangers s'approchaient de nous la nuit. Scarlett la serra fort dans ses bras, retenant ses larmes. Elle avait oublié qu'Emma était petite, mais elle avait déjà vécu trop de choses. Elle savait déceler le danger. Elle pouvait lire les visages des adultes. Elle avait grandi trop vite pendant ses 8 mois dans la rue. Oncle Marcus nous protège, murmura Scarlett dans les cheveux de sa fille. Il est très fort. Il ne laissera personne te faire du mal, et moi non plus. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Me fais-tu confiance? Emma hocha la tête et passa ses bras autour du cou de sa mère. Je te fais confiance. Et je fais confiance à oncle Marcus aussi. Il ne laissera personne nous faire du mal. Scarlett ferma les yeux et serra sa fille plus fort. Dans son esprit, elle vit le pistolet dans le tiroir. Elle espérait ne jamais avoir à l'utiliser. Mais si elle le devait, pour Emma, elle appuierait sur la gâchette sans hésitation. Au même moment, à environ 5 miles au sud de l'appartement de Beacon Hill, dans la pièce du sous-sol d'un vieux restaurant italien usé à Southey, Victor Castellano présidait une réunion. 15 hommes étaient assis autour d'une longue table en bois, leur visage à moitié englouti par l'ombre, avec seulement la lumière jaune pâle d'une lampe de plafond suspendue des versants. La fumée de cigarettes s'enroulait à travers l'air épais, lourd de l'odeur de whisky et de tension. Victor se tenait à la tête de la table, tenant une pile de photographies. Il avait 45 ans, ses cheveux gris soigneusement lissés en arrière, un costume gris chair sur sa silhouette, les yeux froids comme la glace. Quand il parla, toute la pièce se tut. Marcus Valenti pense qu'il peut les protéger. Victor jeta la pile de photos sur la table. Des photos de Scarlett et Emma éparpillées sur le bois, certaines prises dans le parc, certaines par la fenêtre de l'appartement, certaines pendant qu'elles étaient à l'épicerie. Il a renforcé l'appartement, posté 6 gardes, installé des caméras partout. Il pense que c'est suffisant pour nous arrêter. Luca, assis à la droite de Victor, parla. 6 hommes n'est pas rien, patron, et l'appartement est au 3e étage, avec seulement un escalier principal et une sortie de secours. Ce ne sera pas facile d'entrer. Victor rit, un son sec, sans humour. 6 hommes, j'en ai 15, et j'ai quelque chose que Marcus n'a pas. Il pointa une carte du bâtiment étalée au centre de la table. Position stratégique marquée à l'encre rouge. L'élément de surprise. Il défend, ce qui signifie qu'il attend. Mais il attend quoi? Il attend combien de temps? 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Ces hommes se fatigueront. Ils deviendront négligents, ils baisseront leur garde. Et c'est là que nous frappons. Victor encercla une androuille sur la carte. 3 heures du matin, demain soir, l'heure où les gens dorment le plus profondément, l'heure où les réflexes sont les plus lents, l'heure où même les chars les plus professionnels ont du mal à rester affûtés. Un jeune tireur à l'extrémité de la table parla. Quel est l'objectif? Tuer Valenti. Victor secoua lentement la tête, un sourire vicieux se répandant sur sa bouche. Non. Tuer Marcus est trop facile, trop rapide, trop miséricordieux. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il voie la chose qu'il chérit le plus lui être arrachée des mains. Je veux qu'il vive en enfer avant de l'envoyer en enfer réel. L'objectif est de prendre la femme et l'enfant vivante. Luca leva un sourcil, et ensuite, Victor regarda la photo d'Emma souriante, et son doigt caressa légèrement le visage de la petite fille sur la photo. Alors j'enverrai un cadeau à Marcus, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il tombe à genoux et supplie, jusqu'à ce qu'il cède tout son territoire, jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien d'autre que douleur et regret. La pièce resta silencieuse. Quelques hommes échangèrent des regards inquiets. C'étaient des tueurs, des hommes de main de sang-froid. Mais même eux ressentirent un frisson à la cruauté dans la voix de Victor. « Des questions ?» demanda Victor, balayant son regard autour de la table. Personne ne parla. « Bien. »
Victor hocha la tête et se redressa. 3 heures du matin. Demain soir. 15 hommes, divisés en 3 groupes. Le groupe 1 coupe le courant et s'occupe des caméras. Le groupe 2 s'occupe des gardes extérieurs. Le groupe 3 force l'appartement et sort les cibles. Rapidement. Proprement. Pas de traces laissées derrière. Il regarda la photo d'Emma une fois de plus, ses yeux froids ne contenant pas la moindre pitié. Demain soir, Marcus Valenti apprendra la leçon la plus importante de sa vie. Dans ce monde, avoir une faiblesse signifie que vous pouvez être détruit, et il vient d'exposer la plus grande faiblesse qu'il a. Cette nuit-là, Marcus décida de rester à l'appartement. Il était assis dans un fauteuil du salon, ses yeux ne quittant jamais la porte d'entrée, sa main posée sur le pistolet sur ses genoux. Tony montait la garde dans le couloir à l'extérieur avec 2 autres hommes. 4 autres étaient positionnés au rez-de-chaussée et autour du bâtiment, Scarlett et Emma dormaient dans la chambre. La porte légèrement ouverte pour que Marcus puisse entendre tout mouvement. L'appartement était si silencieux qu'on pouvait entendre l'horloge murale cocher. 2h55 du matin. Marcus jeta un coup d'œil à l'heure, un malaise inquiet rampait sous sa peau. Quelque chose n'allait pas. L'air semblait trop immobile, trop normal, comme si une tempête se renforçait avant de se déchaîner. Il tendit la main vers sa radio pour appeler Tony et vérifier le périmètre. Et à ce moment exact, les lumières s'éteignirent. Tout l'appartement tomba dans l'obscurité. Puis les coups de feu commencèrent. Pas un coup, mais une série rapide de déflagrations venant d'en bas, déchirant la nuit silencieuse. Des cris, des bruits de pas, des verres brisés. Marcus bondit. L'instinct de combat aiguisé pendant 20 ans dans la vie se mit en place. Il se précipita vers la chambre et défonça la porte. Scarlett était déjà réveillée, assise sur le lit, Emma serrée dans ses bras, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. « Salle de bain! » cria Marcus. Sa voix urgente et dure. « Emmène Emma dans la salle de bain. Ferme la porte à clé. Ne l'ouvre à personne à moins d'entendre ma voix. » Scarlett ne demanda pas. Elle n'hésita pas. Elle prit Emma dans ses bras et courut à la salle de bain, celle que Marcus avait renforcée avec une porte en acier et un peigne dormant spécial. Emma pleura, ses sanglots étouffés par le chaos extérieur. « Maman, j'ai peur. Je suis là avec toi. » Scarlett poussa Emma dans un coin de la salle de bain et utilisa son propre corps comme bouclier. Elle tendit la main pour verrouiller la porte, son cœur battant comme s'il allait éclater à travers ses côtes. Dehors, Marcus courut vers la porte d'entrée juste au moment où Tony trébucha en entrant, sa main gauche serrée sur son épaule droite, le sang coulant entre ses doigts. « Ils sont trop nombreux, patron !» cria Tony, son visage tordu de douleur. « Au moins 15. Les 2 gars dans les escaliers sont morts. Ils montent. » Marcus tira Tony à l'intérieur, claqua la porte en acier et jeta le verrou. « Combien de temps cela tiendra-t-il » demanda Tony, respirant difficilement. « 5 minutes, peut-être 10 au maximum. Ils ont du matériel d'effraction. 5 minutes. » Marcus gronda des dents. 5 minutes pour protéger les 2 vies les plus précieuses qu'il avait. 5 minutes pour affronter 15 hommes armés. 5 minutes en équilibre entre la vie et la mort. « Avez-vous appelé des renforts ?» demanda Marcus. « Marco est en route. » Tony grimaça, appuyant son dos contre le mur, laissant imbibant sa chemise de rouge. 20 minutes et il sera là. 20 minutes. Ils n'avaient pas 20 minutes. Les coups sur la porte commencèrent, lourds et réguliers, comme le battement de cœur de la mort elle-même. Puis la perceuse s'enfonça dans le métal, des étincelles jaillissant alors qu'il coupait le verrou. Marcus vérifia son arme et compta ses munitions. 12 balles. Il scanna l'appartement pour trouver la meilleure position défensive. « Mets-toi derrière le canapé et tire sur tout ce qui passe par cette porte, » ordonna-t-il à Tony. « Je les retiens dans le couloir de la chambre. Quoi qu'il arrive, ne les laisse pas s'approcher de la salle de bain. »
Tony hocha la tête et sortit son arme avec sa main indemne. « Compris, patron. » Marcus courut vers le couloir et se mit à couvert derrière le coin du mur. De là, il pouvait voir à la fois la porte d'entrée et la porte hors de la salle de bain où Scarlett et Emma se cachaient. Il ne laisserait personne passer devant lui, même si cela devait le tuer. La porte en acier explosa après 3 minutes. Des faisceaux de lampes de poche aveuglant balayaient la pièce, suivis de silhouettes sombres se déplaçant rapidement et professionnellement. Tony tira le premier, abattant un homme juste dans l'embrasure de la porte. Mais il y en avait trop. Ils déferlèrent comme une marée, se répandant dans le salon, renversant les meubles, défonçant les portes. Marcus abattit 2 hommes essayant de pénétrer dans le couloir, mais la 3e balle lui effleura l'épaule, laissant une ligne de douleur brûlante. Il n'eut pas le temps de penser à la blessure. Il ne pensa qu'à Emma, à Scarlett, à la fragile porte de la salle de bain derrière lui, à la promesse qu'il avait faite au moment où il les avait amenés ici, qu'il les protégerait, qu'il ne laisserait pas l'histoire se répéter, que cette fois, il n'échouerait pas. Un autre homme se jeta dans le couloir et Marcus le tira dans la poitrine. Le suivant tomba juste devant la porte de la chambre, mais ses munitions diminuaient et il y avait encore beaucoup trop d'ennemis. Dans la salle de bain, Scarlett entendit les coups de feu, les cris, les bruits de pas lourdes et le fracas des choses jetées de côté. Emma pressa son visage contre la poitrine de sa mère, pleurant sans bruit. Et Scarlett sut que s'il passait Marcus, elle serait la dernière ligne de défense. Les coups de feu à l'extérieur commencèrent à se raréfier. Scarlett ne savait pas si cela signifiait que Marcus gagnait ou perdait. Elle savait seulement que chaque seconde passée dans cette salle de bain exiguë s'étirait en un siècle. Emma se serra dans le coin, les yeux bleus inondés de larmes, alors qu'elle regardait sa mère dans une terreur absolue. Elle ne criait plus à voix haute. Elle tremblait juste, les sanglots piégés dans sa gorge. Scarlett s'agenouilla devant elle, les 2 mains agrippant les épaules d'Emma. « Écoute-moi, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais se forçant à rester stable. Quoi qu'il arrive, tu restes ici, tu ne sors pas. Tu ne fais pas un bruit, tu comprends? » Emma hocha la tête, ses lèvres pressées si fort qu'elles étaient devenues pâles. Scarlett l'embrassa sur le front, puis se leva et se tourna vers la porte. Elle se rappela l'arme. L'arme que Marcus lui avait donnée, l'arme qu'il lui avait appris à utiliser, l'arme qu'elle avait mise dans le tiroir de la table de chevet, le tiroir de la table de chevet dans la chambre. En dehors de cette salle de bain, le cœur de Scarlett se serra. Elle ne l'avait pas. Elle avait oublié de la prendre quand Marcus lui avait crié de courir ici. Elle n'avait pensé qu'à protéger Emma, à courir, et elle avait oublié la seule arme qui aurait pu les sauver. Et puis des pas lourds retentirent juste devant la porte de la salle de bain, puis une voix d'homme étrange, lourde de menaces. « Ils sont ici. Je les ai trouvés. » Scarlett se raidit. Elle entendit les coups sur la porte, du métal frappant du métal. Une perceuse hurlant dans les gonds. Il forçait l'entrée. Il passerait dans quelques minutes, et elle n'avait rien dans les mains pour se défendre. « Maman », Emma murmura derrière elle, sa voix brisée. Scarlett se tourna et regarda sa fille, à ce petit visage devenu blanc de peur, à ses yeux bleus la suppliant de faire quelque chose. Et à ce moment, quelque chose en Scarlett s'alluma. Pas le désespoir, pas la capitulation, la rage d'une mère qui n'avait plus rien à perdre. Elle balaya la salle de bain du regard, cherchant tout ce qu'elle pouvait utiliser comme arme. Son regard se posa sur le grand miroir au mur. Elle attrapa le bord et tira. Le miroir s'écrasa et se brisa sur le sol. Scarlett se pencha, saisit le plus grand éclat, tranchant comme une lame. Le verre lui mordit la paume et le sang jaillit, mais elle ne sentit aucune douleur. Elle ne sentit que de la résolution. La porte en acier s'ouvrit en un bruit sec. Un grand homme entra, son visage à moitié couvert par un masque noir, une arme à la main. Il vit Scarlett debout devant Emma, l'éclat de miroir dans sa main, du sang coulant sur son bras.
Et il rit, un ricanement de pur mépris. Qu'est-ce que tu penses faire avec ça? Demanda-t-il, levant l'arme et la pointant droit sur Scarlett. Pose-le et écarte-toi. Je n'ai rien à faire avec toi. J'ai seulement besoin de la gamine. Scarlett ne bougea pas. Elle se tint là, l'éclat serré, son corps le seul mur entre le prédateur et son enfant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner. Un morceau de verre contre une arme, une infirmière sans abri contre un tueur professionnel. Mais elle ne s'écarterait pas, même si cela signifiait mourir. J'ai déjà dit. Sa voix devint impatiente. Écarte-toi. Ne me fais pas faire quelque chose que je ne veux pas faire. Scarlett le regarda droit dans les yeux. Sa voix tremblante, mais chaque mot tombant clair. Si tu veux ma fille, tu devras d'abord passer sur mon cadavre. L'intrus leva un sourcil, surpris par son entêtement. Il fit d'un pas de plus, l'arme toujours braquée sur elle. Qui penses-tu être? Demanda-t-il, son ton plat et froid. Que penses-tu pouvoir faire? Scarlett prit une profonde inspiration. Dans son esprit, les derniers mois défilèrent comme un film accéléré. Nuit glaciale dans les rues, repas qu'elle avait sauté pour qu'Emma puisse avoir une bouchée de plus. Les fois où elle avait fait semblant d'être forte alors qu'elle s'effondrait à l'intérieur. Chaque sacrifice, chaque larme, chaque nuit où elle était restée éveillée à s'inquiéter pour son enfant. Tout cela menait à ce moment. « Je suis la mère de cet enfant », dit Scarlett, et sa voix ne tremblait plus. « C'est tout ce que j'ai besoin d'être. » L'intrus rit et s'avança pour arracher Emma du coin. Il ne considérait pas Scarlett comme une menace. Il pensait qu'elle n'était qu'une femme faible tenant un inutile éclat de verre. Ce fut sa dernière erreur. L'instant où il la dépassa, Scarlett ne réfléchit pas. Elle n'hésita pas. Elle enfonça l'éclat dans sa gorge de toute sa force, de toute la fureur d'une mère protégeant son enfant. Il cria, se tordant en arrière, l'arme se levant. Mais Scarlett était déjà sur lui arrachant l'arme. Et dans ce flou violent, son doigt trouva la gâchette. Elle serra. Le coup de feu explosa dans la petite pièce, assourdissant. L'intrus s'effondra au sol et ne bougea plus. Scarlett se tenait là. L'arme fumant dans sa main, tout son corps tremblant. Elle regarda l'homme à ses pieds, puis de nouveau Emma recroquevillée dans le coin. « Tu vas bien? » demanda-t-elle, sa voix rauque. Emma hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Et Scarlett sut que même si elle venait de prendre une vie, elle ne le regrettait pas du tout, parce que c'était le choix d'une mère. Le coup de feu de la salle de bain figea Marcus pendant une fraction de seconde. Son cœur sembla s'arrêter. Non, pas ça. Il se retourna, laissant l'ennemi le presser derrière lui, avec une seule pensée en tête. Emma, Scarlett. Il se précipita vers la salle de bain, défonça la porte brisée, et la vue devant lui frappa comme à la fois un soulagement et une douleur. Scarlett se tenait là, l'arme à la main, tremblant de la tête aux pieds, le sang de la coupure dans sa paume dégoulinant sur le sol. À ses pieds gisait le corps de l'intrus, et dans le coin, Emma était recroquevillée, les yeux grands ouverts, fixant sa mère avec horreur. « Elle va bien !» expira Marcus, voix rauque. Elle l'a fait, mais il n'eut pas le temps de ressentir longtemps le soulagement. Des bruits de pas derrière lui rappelèrent que le combat n'était pas terminé. Il se retourna, l'arme levée, faisant face au dernier homme chargeant dans le couloir. Un coup, l'homme tomba, puis le silence. Un silence si soudain que Scarlett crut être devenue sourde. Elle se tenait là, n'osant pas bouger, n'osant pas croire que c'était fini. Pas avant que le hurlement des sirènes ne s'élève dehors, pas avant que des pas lourds ne tonnent dans les escaliers, pas avant que la voix familière de Tony ne crie depuis le salon. « Patron, les renforts sont là. Nous avons la situation sous contrôle. » Marcus ne répondit pas. Il entra dans la salle de bain et prit doucement l'arme de la main de Scarlett. Elle le regarda, ses yeux bleus vides, comme si son âme avait quitté son corps. « J'ai tué quelqu'un, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai tué un homme. »« Tu as sauvé ta fille, » dit Marcus, son ton doux mais ferme.
Tu as fait la bonne chose. Scarlett baissa les yeux sur sa main. La main encore maculée de sang, la main qui venait d'appuyer sur une gâchette. Puis elle regarda Emma, toujours recroquevillée dans le coin, et quelque chose en elle se brisa. Elle pleura. Non pas les larmes silencieuses d'avant, mais le cri sanglotant et brisé d'une femme qui avait trop enduré. Un cri de peur, de libération, d'épuisement. Marcus s'avança et l'enveloppa dans ses bras. Il ne dit pas un mot. Il la laissa simplement pleurer, la laissa déverser tout ce qu'elle avait retenu. Emma se leva, courut vers eux et se cala entre les deux adultes, ses petits bras s'enroulant autour de sa mère et de Marcus en même temps. Les trois restèrent là dans la salle de bain en ruine, entourés de l'odeur de poudre à canon et de sang, se tenant l'un l'autre comme si c'était la seule chose qui les empêchait de se briser. Dehors, l'aube se levait. La première lumière du nouveau jour se glissa à travers la fenêtre brisée et tomba sur l'appartement en ruine. Tony apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, son épaule toujours grossièrement bandée, son visage fatigué mais porteur de bonnes nouvelles. « Nous avons attrapé Victor », rapporta-t-il. Il était dans la voiture de commandement dehors, attendant des mises à jour. Nos hommes l'ont abattu. Marcus leva la tête et regarda Tony. Son regard n'était plus froid. Dans ses yeux gris, il y avait du soulagement, de la gratitude, quelque chose que Tony n'avait jamais vu chez son patron en 20 ans. « Occupe-toi de lui à notre manière, » dit Marcus, sa voix épuisée. « Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être avec eux. » Tony hocha la tête, recula et referma la porte. Marcus baissa les yeux sur Scarlett et Emma dans ses bras. Scarlett avait cessé de pleurer, sa tête reposant contre sa poitrine. Sa respiration s'égalise progressivement. Emma s'était endormie, épuisée après la terreur de la nuit, des traces de larmes toujours sur son visage. Et Marcus, le patron de la mafia le plus puissant de Boston, l'homme qui n'avait pas pleuré depuis 12 ans, sentit des larmes chaudes rouler sur ses joues. Il ne pleurait pas de douleur. Il ne pleurait pas de peur. Il pleurait parce que pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose qui valait la peine d'être protégé, et il n'avait pas échoué. Il pleura pour Isabella, pour Sophia, pour toutes les pertes qu'il avait portées pendant plus d'une décennie. Il pleura parce que Scarlett lui avait fait confiance, parce qu'Emma l'avait appelé Oncle Marcus, parce qu'ils avaient traversé l'enfer et survécu. Il les serra toutes les deux plus fort, laissa les larmes couler librement et murmura une promesse que seule l'aube pouvait entendre. « Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, quoi qu'il en coûte. » 6 mois passèrent comme un rêve dont Scarlett n'avait plus peur de se réveiller. Après cette nuit horrible, Marcus la déménagea, elle et Emma, dans une nouvelle maison dans une banlieue tranquille de Boston, avec une clôture blanche, un jardin ombragé par des arbres et un chant d'oiseaux chaque matin. Plus d'appartements marqués par des balles et du sang, plus de souvenirs de coups de feu dans la nuit. Seulement la paix, le genre que Scarlett avait cru ne jamais goûter. Elle retourna travailler comme infirmière dans une petite clinique à 15 minutes de la maison. Marcus l'aida à restaurer ses accréditations, à démêler les problèmes légaux de la dette que Ryan avait laissée derrière lui, et lui ouvrit la porte pour qu'elle entre dans une nouvelle vie. Le premier jour de son retour au travail, Scarlett se tint devant le miroir, fixa l'uniforme familier d'infirmière et pleura. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle réalisait qu'elle était toujours elle-même. Toujours Scarlett Morgan, la femme qui voulait guérir et aider les autres. 8 mois de sans-abrisme n'avaient pas enlevé cela. La nuit de terreur n'avait pas enlevé cela. Elle était toujours là, plus forte que jamais. Emma commença l'école dans une école primaire près de leur maison. Le premier jour, elle s'accrocha à la main de sa mère à la porte de l'école, les yeux bleus anxieux alors qu'elle regardait des enfants inconnus courir et jouer dans la cour. Mais après seulement 1 semaine, Emma avait des amis. Elle rapporta à la maison des petits dessins désordonnés et raconta des histoires sur sa gentille maîtresse,
Sur Lily, qui était assise à côté d'elle et lui prêtait toujours des crayons de couleur, sur les déjeuners à la cafétéria et la pizza qu'elle aimait le plus. Scarlett l'écoutait chaque soir, et elle réalisa que c'étaient les choses les plus simples dont elle avait rêvé pour sa fille pendant ses 8 mois dans la rue. Une école, des amis, une enfance normale. Marcus leur rendait visite tous les week-ends. Il apportait des pâtisseries de la boulangerie de Rossetti, de nouveaux livres pour Emma et parfois des fleurs pour Scarlett. Ils dînaient ensemble, parlaient de choses ordinaires, riaient comme une vraie famille. Or Arlette ne savait pas comment appeler ce qui existait entre elle et Marcus. Ce n'était pas de l'amour, du moins pas encore. Mais ce n'était pas seulement de la gratitude non plus. C'était quelque chose de plus profond, un fil invisible reliant deux personnes qui avaient traversé l'enfer ensemble. Mais ce qui rendait Scarlett la plus heureuse n'était pas sa nouvelle vie. C'était la nouvelle que Marcus lui avait apportée un soir le mois dernier. Il était assis en face d'elle dans le salon, son visage portant une émotion qu'elle voyait rarement. « J'ai retrouvé Sophia, dit-il, sa voix rauque, ma nièce. Je l'ai trouvée. » Scarlett le fixa, son cœur battant la chamade. Où est-elle? Comment va-t-elle? Marcus sourit, un sourire rare teinté de larmes. Sophia a 19 ans maintenant. Elle est étudiante en 2e année de collège en psychologie. Elle vit en Californie. Une bonne famille l'a adoptée quand elle avait 10 ans. Elle est en bonne santé, intelligente et belle, tout comme Isabella. Il fit une pause et prit une profonde inspiration. Je l'ai contactée. Au début, elle ne voulait pas me rencontrer. Elle sait qui je suis, ce que je fais. Elle avait peur, mais ensuite elle a accepté de parler au téléphone. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a raconté sa mère, sur les quelques souvenirs qu'elle a encore, et elle a dit qu'elle réfléchirait à me rencontrer. Scarlett tendit la main vers Marcus, les yeux brûlants. « C'est un merveilleux début. » Marcus hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. 12 ans que je la cherchais. Et enfin, j'ai entendu sa voix. Enfin, je sais qu'elle va bien. Qu'elle me pardonne ou non, qu'elle veuille me revoir ou non, juste savoir qu'elle est heureuse suffit. Scarlett regarda l'homme en face d'elle, le puissant patron de la mafia, pleurant comme un enfant parce qu'il avait retrouvé sa nièce, et elle réalisa que c'était le vrai Marcus Valenti, pas la figure impitoyable aux nouvelles, pas le patron froid que toute la ville craignait, mais un homme qui avait porté une blessure pendant plus d'une décennie et qui commençait enfin, à guérir. 1 an après ce jour fatidique à la boulangerie, Scarlett poussa la porte familière de la boulangerie de Rossetti, la petite clochette tintant comme un accueil. Emma courut la première, ses cheveux blonds attachés haut, avec un tout nouveau ruban rose, ses baskets blanches propres tapant d'un rythme sur le parquet. Elle n'était plus la petite fille aux chaussures usées et aux yeux tristes d'il y a 1 an. Maintenant, Emma avait 8 ans, saine, heureuse, et fixant avec avidité la vitrine à gâteaux comme si elle contenait un univers magique entier. Marcus arriva en dernier, sa main posée légèrement sur le dos de Scarlett. Il portait une chemise bleu foncé, pas de costume, aucune de la présence intimidante d'un patron de la mafia. Juste un homme souriant en regardant une petite fille blonde pointer chaque gâteau et poser une 12aine de questions. La boulangerie semblait toujours la même. Le parfum chaud de sucre planait toujours dans l'air. Le four bourdonnait toujours à l'arrière. Mais quelque chose était différent. Brittany, l'employée de l'année dernière, avait démissionné il y a longtemps. Derrière le comptoir se tenait maintenant une femme d'âge moyen, avec un doux sourire, les saluant comme des invités d'honneur. Ils choisirent la table dans le coin, le même endroit où Marcus s'était assis 1 an plus tôt lorsqu'il les avait vus pour la première fois. Le gâteau d'anniversaire fut apporté, des étages de glaçage rose avec des papillons en sucre. Exactement comme le gâteau de l'année dernière, mais cette fois-ci, il y avait 8 bougies scintillantes sur le dessus. Emma était assise entre Scarlett et Marcus, les yeux bleus pétillants à la lumière des bougies.
Rosa était assise en face d'eux, un mouchoir déjà à la main, prête à essuyer des larmes. Tony se tenait dans le coin comme d'habitude, mais il y avait un sourire rare sur sa bouche. Et à côté de Tony, une jeune femme aux cheveux foncés regardait la scène avec émotion sur son visage. Sophia, la nièce de Marcus, était venue de Californie pour assister à l'anniversaire d'Emma. Elle avait rencontré Marcus pour la première fois il y a 2 mois, et même si leur relation se réparait encore lentement, elle avait accepté de faire partie de cette nouvelle famille. « D'accord, ma chérie, » dit doucement Scarlett. « Souffle les bougies et fais un vœu vraiment spécial. » Emma ferma les yeux et joignit ses mains contre sa poitrine. Elle garda cette pose quelques secondes, puis ouvrit les yeux et secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de faire de vœux, » dit Emma, sa voix claire portant à travers la boulangerie. « Tous mes vœux sont déjà devenus réalité. » Scarlett sentit les larmes monter. Elle se rappela 1 an auparavant, debout à la caisse, la tête baissée, demandant un gâteau sur le point d'expirer pour sa fille. Elle se rappela l'humiliation, le désespoir, l'impuissance d'une mère qui ne pouvait même pas offrir à son enfant une simple fête d'anniversaire. Et maintenant, sa fille était assise là, disant que tous ses vœux étaient devenus réalité. Emma prit une profonde inspiration et souffla toutes les 8 bougies. Tout le monde applaudit. Rosa pleura. Sophia sourit. Et Marcus regarda la petite fille avec des yeux rougis, avec l'amour d'un père qu'il n'avait jamais cru devenir. Emma se leva et passa ses bras autour du cou de Scarlett, puis tira Marcus dans sa petite étreinte aussi. Elle les serra tous les 2 fort, sa tête reposant sur l'épaule de sa mère, sa main agrippant la chemise de Marcus. « J'aime ma famille, » murmura Emma. « Merci, maman, de toujours me protéger. Merci, oncle Marcus, de nous avoir donné un foyer. Je suis l'enfant la plus heureuse du monde. » Marcus les serra tous les 2 et ne parla pas, laissant ses larmes couler tranquillement. Il pensa à Isabella, la sœur qu'il avait perdue. Il pensa à Sophia, la nièce qu'il avait retrouvée. Et il pensa à Scarlett et Emma, 2 personnes qui étaient entrées dans sa vie il y a 1 an et avaient tout changé. Il avait cherché la rédemption pendant 12 ans, et enfin, il l'avait trouvée. Non pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans les rires d'une fillette de 8 ans, dans les yeux d'une femme aux cheveux châtain-roux, dans un gâteau d'anniversaire avec 8 bougies dans une petite boulangerie de Boston Sud. Parfois, les meilleures choses de la vie commencent dans les moments les plus désespérés. Une mère demandant un gâteau périmé pour sa fille. Un patron de la mafia portant une blessure qui n'avait pas guéri depuis 12 ans. Une fillette de 7 ans avec des baskets usées et un simple vœu. Ils se trouvèrent l'un l'autre dans cette petite boulangerie. Et ils se sauvèrent l'un l'autre. Pas avec de l'argent, pas avec du pouvoir, mais avec la chose la plus simple, la plus forte et la plus précieuse de ce monde. L'amour. Cette histoire nous rappelle que même quand la vie nous pousse dans une impasse, quand nous pensons avoir tout perdu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours des cœurs gentils prêts à aider. Et parfois les miracles viennent des endroits où nous nous y attendons le moins. Si cette histoire vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez pour diffuser le message d'amour et d'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les histoires touchantes chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle fait vous sentir? Vous a-t-elle fait penser à quelque chose dans la vie réelle? Partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Nous serions vraiment ravis d'entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'histoire, vous souhaitant, à vous et à votre famille, une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis d'amour et de paix. Au revoir et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.